La relation indécente qui existe entre la troisième épouse de Medan et son fils empoisonne les rapports des habitants d'Onko. De cet amour tumultueux naîtront 3 enfants. Humilié, l'époux décide de confondre cette épouse récalcitrante en recourant aux sorciers. Les amants triompheront-ils? Ils ne triompheront pas, parce que lorsqu'une relation est ambiguë, il y a beaucoup de risques qu'elle ne voit pas le jour. Parce qu'avec tous les problèmes autour, l'une des personnes peut se sentir affaiblie et fuir. Et c'est dans l'histoire de mon amant, la femme de mon père, Zemedan quitte le village parce qu'il ne peut pas. Lorsque vous lirez mon amant, la femme de mon père, Zemedan, qui est le rival de son père, n'affronte pas publiquement son père. On ne le voit presque pas en public. Ça se passe d'une manière vraiment assez discrète, mais ce sont les enfants qui montrent que Zemedan est passé par là. Et Zemedan finit par partir. Il trouve une autre femme, mais il ne peut pas dire à cette femme qu'il a des enfants. Lorsque la femme lui demande, s'il dit à la femme qu'il a des enfants, avec qui a-t-il eu ces enfants-là? Il est obligé de taire cette relation, il est obligé de renier les enfants. Et vous voyez dans quelle situation Zemedan, dans son nouveau couple, la famille au village vivra, parce que il y aura toujours un mensonge qui empoisonnera les relations. Et je suis ici à Paris pour la première fois, parce que les autres fois, je n'ai pas pu me déplacer pour présenter les 2 autres. Mais je profiterai de le faire jeudi 2 août à l'espace Harmattan, à partir de 18h30, où il est au programme de présenter Mon amant de la femme de mon père, parce que quand on écrit, le temps n'existe pas. Le plus important, c'est la fin de l'œuvre. Je peux écrire en un mois tout un roman, mais toute une histoire en un mois, et puis travailler ensuite sur 1 an, voire un peu plus, ça dépend de l'urgence. Il n'y a pas de temps. Pour moi, quand j'écris, je suis obnubilée par l'écriture. Je ne vis que dans l'écriture. Même quand je dors, mon cerveau continue à écrire. C'est pourquoi j'écris assez rapidement quand j'ai une histoire. Et c'est pourquoi aussi je mets des temps d'intervalle. Un temps d'intervalle parce que ça me vide d'écrire continuellement en dormant, en mangeant. Et comme j'aime la lecture, l'écriture, parce que j'ai commencé à écrire quand j'étais en 6e. J'ai écrit mon premier roman en 6e. Je n'ai pas pu le faire éditer, j'étais très jeune. Mais je peux dire que j'ai dépensé beaucoup d'argent juste pour saisir le document que j'avais envoyé dans une maison d'édition dont je tais le nom pour ne pas faire une mauvaise publicité. Donc quand je rentre au Gabon en 94 et je commence à travailler un peu plus tard en 96 parce que j'étais d'abord dans les affaires. Et j'ai commencé par écrire à nouveau, mais j'ai commencé par la correspondance administrative et diplomatique parue au Gabon. Mais mes premiers amours étant le roman. En 2001, la correspondance est sortie en 2 tomes, 2001-2003. Et en 2003, pendant que j'étais encore sur la correspondance, j'ai décidé de me remettre dans le roman et j'ai commencé La fille du Congo, qui est une histoire d'amour mixte entre un Européen et une Africaine. D'abord, je vais vous dire pourquoi l'amour. Parce que j'estime que l'amour est le plus beau sentiment qui puisse exister et qui puisse rendre quelqu'un gai, serein. Et dans un monde où les gens ne font plus attention à l'amour, il est de notre devoir, nous écrivains, de revaloriser l'amour. Parce que l'amour est au-delà de toute chose.
L'amour dans mon amante, dans la fille du Congo, c'est une. D'aucuns penseraient que c'est une. C'est déjà vu, déjà compris. Mais avec la fille du Congo, il y a ce désir de faire connaître le Gabon, la culture gabonaise et les difficultés que l'on rencontre quand on vient en France, lorsqu'il y a une relation mixte. Parce que quand je commence à écrire, j'étais en France en de 91 en fin 94, il y avait beaucoup de problèmes sur les mariages mixtes parce que certains mariages étaient blancs. Il y avait donc beaucoup de divorces après l'obtention du titre de séjour. Et moi, j'ai voulu ressortir ce sentiment qui puisse être sain entre Georges, qui aime Roberte, qui est une Gabonaise. Ça me permettait donc de faire connaître la culture gabonaise et surtout de mettre un point. Parce que vous savez, chez nous, même quand on a 50 ans, si on a toujours l'âge de se marier, on se réfère toujours aux parents. On ne peut pas décider comme ça d'aller à mariage et puis prendre, parce qu'on verse la dot, il y a certaines choses autour du mariage. Dans Malédiction, cet amour-là vécu par Joël, il faut dire Joël c'est le principal personnage, c'est une relation qui vient bousculer le moderne qu'est Joël. Parce que dans la tradition gabonaise, en particulier, il y avait des mariages arrangés. Ce n'est pas seulement dans la tradition, parce que quand j'essaye de voir aussi, même en Europe, il y avait des mariages arrangés. Mais avec la modernité, les jeunes ont tendance à refuser. Aujourd'hui, on parle de choix d'amour, de choix X. Or, Joël, qui est un jeune cadre qui a fait ses études en Europe, rentré au Gabon, travailler, laisse en France une fiancée. Et arrivé au Gabon, son père, qui sait qu'il a une fiancée, mais ne comprend pas pourquoi Joël, qui travaille, qui a l'âge d'avoir des enfants, une famille, n'est toujours pas marié. Il décide donc de pérenniser sa tradition en épousant à Joël une femme. Dans ces mariages, il n'y avait pas de divorce. Parce que les parents se connaissaient avant que les enfants se mettent ensemble. Donc, ce sont les parents qui choisissaient l'épouse ou l'époux. Et lorsqu'il y avait un différend entre dans le couple, ce sont les parents qui étaient les premiers à régler ce problème. Il n'y avait aucun problème, même quand la belle-fille avait des écarts de comportement, la belle-mère rattrapait cela, et quand c'est le garçon, les beaux-pères se mettaient ensemble, il y avait des avantages, beaucoup d'avantages, mais aujourd'hui, sans rejeter le mariage moderne qui parle d'amour, mais on remarque qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses non comprises qui font que lorsqu'on se marie cette année, l'année suivante, on est devant monsieur le juge pour dire on ne se comprend plus. Et les parents aussi, qui n'étaient pas au début, qui n'ont peut-être pas bien accepté le beau-fils ou la belle-fille, de fois se frottent les mains pour dire bon, bravo, séparons-les, parce que, vous savez, quand je regarde la société française, qui aujourd'hui, avec ce choix personnel, est rentrée dans une forme de mur, parce que chacun se dit je suis libre de choisir, de faire ce que je veux. On laisse les parents, on s'éloigne de la famille, on vit sa vie seule. Or, qu'en Afrique, jusqu'à la mort, on essaye toujours d'être dans la famille. Ici, pour revenir à votre question, je prends d'abord des cas. Ici, le vieux est délaissé à lui-même. En Afrique, il ne l'est pas. Parce que c'est dans le groupe que tout se règle, c'est dans le groupe que tout se règle, que tout commence. Donc, moi, je dirais, en tant que femme moderne, il y a de bonnes choses dans la culture. Et ce sont ces bonnes choses que moi, je valorise. Et
je dénonce ce qui allédie la culture. Je sais prendre ce qui est bien, je valorise, notamment le mariage de Joël. Joël aurait pu accepter la femme de son père s'il n'avait pas, lui, été en Europe, s'il n'avait pas été intellectuel, il aurait accepté. Parce que, vous voyez dans la malédiction, après, la jeune fille très belle qu'on a donnée à Joël meurt parce que elle espérait tout de ce mariage. Elle se suicide. Et en se suicidant, son père, qui est un grand sorcier, maudit Joël. Et cet esprit poursuit Joël jusqu'ici, en France. C'est pour dire que la mobilité, ce n'est pas parce qu'on a quitté l'Afrique qu'on doit couper tous les liens, parce que certainement ceux qui connaissent les sciences occultes peuvent le dire, lorsqu'on est dans un groupe, si le groupe est maléfique, ce n'est pas parce qu'on sort rapidement du groupe qu'on est propre. Mon amant de la femme de mon père, c'est un titre assez attirant. Là encore, c'est une histoire d'amour. Cette histoire d'amour, est une histoire d'amour à trois. En Afrique, bon, beaucoup moins aujourd'hui quand même, dans certains pays qui n'adoptent plus la polygamie ou qui le font avec un peu d'écart ou de retenue. On voyait en Afrique, ce qui nous a été raconté, qu'on pouvait donner une fille, un bébé enceinte. C'est-à-dire, lorsqu'une femme était enceinte, un monsieur passait et disait, si c'est une fille, ce sera ma femme. Et vous voyez, lorsque l'enfant naît, si c'est une fille, elle est déjà mariée. Il y a 50 ans de cela. Elle est déjà mariée. Et quand elle va en mariage, elle va certainement dans une famille polygame où le monsieur a des enfants plus âgés ou de fois même des enfants qui auraient pu être son père ou sa mère. Cette jeune fille qui arrive dans un mariage très jeune où le monsieur aussi a des jeunes gens, il peut se créer une relation entre la mère, entre guillemets, du jeune homme et lui. Donc, dans cette relation, nous voyons Medan, qui est le père, qui a eu de son premier mariage Zémédan, son premier fils, et l'unique de son premier mariage. La femme, sa première épouse, ne lui donnant plus des enfants, il a épousé 2 jeunes épouses dans l'espoir d'avoir beaucoup d'enfants. Malheureusement, la deuxième ne fait pas d'enfants, mais la dernière qui arrive, qui, comme lui-même le dit, vient revigorer ses vieux muscles, tombe amoureuse de son fils, du fils de son mari. Et de cette relation naissent 3 enfants. Donc, quand les 3 enfants naissent, la tradition, certainement aussi, la loi dit que les enfants appartiennent à l'époux. Le père reconnaît les 3 enfants. Mais à la 3e naissance, même s'il a reconnu les 2, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il est vraiment très mécontent puisqu'il est humilié et tout le monde sait que c'est son fils qui fait les enfants. Et pendant que lui-même a encore envie de les faire avec son épouse. C'est une relation tumultueuse qui rend la vie du village assez compliquée. Ce que je dis, d'abord, quand j'écris, c'est pour transmettre la culture aux jeunes générations. Parce que en Afrique, même si nous vivons en Afrique, mais beaucoup sont acculturés. Il y a l'influence de la culture européenne qui est vraiment nette. Mais moi, mon premier souci, c'est de transmettre la tradition. Comme je vous le disais tout à l'heure, transmettant la tradition en dénonçant certains faits qui ne sont pas bien. Ces faits-là, je dis, si il y a quelques années se sont passées, les jeunes doivent arrêter. En arrêtant, c'est-à-dire, ce n'est pas se couper de la tradition,
ce n'est pas se couper de soi-même parce que vous savez, la tradition de l'autre, vous ne la maîtrisez pas. Et lorsqu'on a tout perdu, il n'y a que sa tradition, ses valeurs que l'on garde. Aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. Qu'est-ce que nous pouvons, nous Africains, donner à l'Européen si ce n'est que notre valeur culturelle? Parce que on ne va pas donner à l'Européen sa valeur culturelle, il est propriétaire. Nous, nous devons avoir notre culture tout en discutant, en rejetant ce qui n'est pas bon, en valorisant ce que nous avons pour donner aux autres. Vous êtes pleinement moderne. Je suis moderne, mais un pied très... très enraciné dans la tradition. Dans la tradition. Vers la modernité. Oui. Et quel est le prochain roman? Oh. La prochaine œuvre? Non, le 2008 ou 2009, parce que il faut laisser le roman grandir. Il faut laisser l'œuvre grandir. Il ne faut pas les écrire successivement tous les 6 mois, de peur que beaucoup de personnes ne lisent pas la nouvelle œuvre. Je préfère espacer d'1 ou 2 ans maintenant. Entendu. Madame Sylvie Nsamé, merci. C'est moi qui remercie l'Harmattan pour le plaisir que la maison d'édition nous offre pour publier nos œuvres et pour la promotion après les œuvres. Merci à l'Harmattan.